Première présentation, c'est Introduction des changements climatiques et l'eau. Jimmy Méran de l'Université Laval est étudiant au doctorat à l'École supérieure d'aménagement du territoire et développement régional à l'Université Laval, sous la direction de Roxane Lavoie et la co-direction de René Lefebvre. Avant son doctorat, il a fait une maîtrise professionnelle en aménagement du territoire et développement régional, précédé d'un baccalauréat en géographie à l'Université du Québec à Rimouski. Ses travaux de maîtrise, Méran et al. 2021, lui ont permis d'écrire un guide afin d'accompagner les professionnels de l'aménagement du territoire dans la protection des eaux souterraines. À la fin de la maîtrise, il a travaillé auprès du groupe de recherche en aide à la décision environnementale pour la réalisation de l'analyse des rapports de vulnérabilité des sources d'eau potable. Au baccalauréat, il a orienté ses études en géographie physique liées aux environnements marins. À présent, ses centres d'intérêt se concentrent sur la gouvernance, la gestion, la planification, le développement et l'aménagement liés à la ressource en eau. Je voudrais accueillir M. Jimmy Méran. Bonjour à tous. Ça me fait un plaisir de débuter cet événement-là, puis l'invitation par la SCABRIC. Ma présentation va d'abord présenter un peu les effets climatiques sur les ressources en eau en Montérégie-Ouest. C'est une présentation qui a été montée avec Roxane Lavoie, qui est ma directrice de recherche, et René Lefebvre, qui est mon co-directeur de recherche. Donc, le plan de la présentation va aller comme suit. Un petit court résumé, les changements climatiques, les impacts sur la ressource en eau, les travaux, les apprentissages qu'on a réalisés, puis les besoins, et la suite un peu pour la gestion régionale de l'eau. Donc, les changements climatiques affectent déjà les ressources en eau au Québec. Dans l'actualité, il y a eu des activités autant pan-canadiennes sur les mythes de l'abondance en eau, qu'on a besoin d'une gestion, autant que ce soit aux côtés des sécheresses, des inondations. Donc, on a vraiment les deux spectres, limite d'avoir trop d'eau ou pas assez d'eau, ou quand on en a, bien, il en tombe trop en même temps. Ou aussi dans le sud du Québec, un article qui est un plus précis sur la Montérégie, puis les sécheresses qu'on a connues en 2021. Donc, il faut remettre en question un peu le mythe de l'abondance en eau. Ce n'est pas à cause qu'on possède 3 % des ressources renouvelables d'eau douce au Québec que ça veut dire qu'on peut faire ce qu'on veut ou qu'on peut l'utiliser à n'importe quelle manière. Puis, il faut avoir une gestion qui est réfléchie, une discussion, une collaboration entre les acteurs, du citoyen jusqu'au gouvernement pour savoir comment on opère en passant par les industries privées. Par la suite, l'accès à l'eau et sa gestion sont des enjeux qui sont locaux. Comme on a vu avec la photo avant, on a le fleuve Saint-Laurent, on a une impression d'une abondance sur l'ensemble du territoire, mais localement, ça ne veut pas dire qu'elle est disponible ou est facilement aller cherchable, autant que ça peut être un aquifère, que ça soit en eau de surface. Des fois, c'est le volume qu'on a besoin d'aller chercher. Il n'est pas accessible. Puis, ce qui m'amène un peu avec le cycle de l'eau. Le cycle de l'eau, aujourd'hui, il est présenté par l'Agence américaine géologique avec les impacts des activités anthropiques. Autant le cycle de l'eau, on le voit, le cycle naturel d'un élément à l'autre avec les précipitations, l'évapotranspiration et autres. Mais là, on a impliqué comment le cycle il est influencé par nos activités qui sont les plus naturelles possibles, en mettant des parcs et ainsi de suite, qu'avec le changement du territoire ou le paysage qu'on offre avec les activités industrielles, les villes, la croissance démographique et autres. Ce qui m'amène un peu plus précis avec la situation, la Montérégie-Ouest. Dans les travaux de M. Lefebvre, cette diapo présente à gauche, on commence à être habitué à aller voir le graphe de l'augmentation de la température annuelle à gauche, puis à droite, l'augmentation des précipitations qui sont projetées par les modèles qui sont développés par Ouranos, puis on les a utilisés pour développer sur notre terrain d'études. Puis on voit globalement qu'il y a une hausse autant des températures d'ici à un horizon de 2050, mais aussi une hausse des précipitations.
Mais ce n'est pas à cause qu'on voit qu'il y a une hausse dans les précipitations qu'il y aura nécessairement plus d'eau au moment qu'on le souhaite de l'avoir. Donc, c'est pour ça que ça demande, il y aura des moments qui vont être plus critiques à certains éléments. Ce qui amène dans les mesures d'adaptation qui peuvent être variées. Ici, il y a 4 phases dans les mesures d'adaptation qui sont souvent utilisées, puis qu'on va voir tout au courant de la journée avec d'autres présentations qui vont être amenées, autant qu'ils soient techniques, innovants, dans l'acquisition de connaissances, dans des indicateurs, dans l'expérimental. Il y a vraiment de tout genre dans comment on peut s'adapter, puis il faut être créatif pour y arriver. Par le passé, il y a plusieurs études, plusieurs travaux qui sont faits réaliser. Ici, c'est 2 études, une en 2017, une en 2022. Puis c'est un peu l'évolution de qu'est-ce que les personnes pensent, comment ça a évolué. Au début, on n'avait pas assez de connaissances, donc lui de 2017 qui est de mon côté droit. Puis c'est drôle parce que quand nous avons eu un projet pilote, nous avons des petites cartes qui nous permettaient de rien faire. Et là, c'est le contraire. Nous avons une montagne de données, mais nous ne sommes toujours pas capables de les assimiler. Donc là, on est capable de produire de la donnée, mais on ne sait pas plus encore comment l'utiliser. Là aussi, en 2022, même si j'ai les connaissances en environnement, ça ne veut pas dire que je sois une spécialiste dans le domaine, autant que ce soit sur l'eau, les aquifères, l'eau souterraine, que ce soit en changement climatique. Donc, puis, je suis devenu comme la référence quand il y a un problème de l'eau. On est une petite municipalité, on est une dizaine d'employés, mais il faudrait aller toujours en externe pour que ça soit accompagné, et ce n'est pas le cas actuellement. Donc, il y a aussi un besoin d'une expertise, autant qu'il soit dans le milieu universitaire, que ce soit au milieu des consultants et autres. Donc, il y a vraiment un besoin d'aide, mais aussi un besoin que ça soit fait ensemble, dans une collaboration des activités. Un des défis actuels de la gestion régionale de l'eau, c'est d'amener comment on fait passer d'une vision à de l'action, puis dans la planification territoriale. Puis, une des questions qu'on se pose souvent, c'est comme, pourquoi à ce moment, il y a encore des difficultés dans la collaboration? Pourquoi on n'est pas encore en mesure d'améliorer, puis c'est un peu encore sur le même plateau? Donc, comment mettre en place une gouvernance collaborative de l'eau pour une gestion durable des ressources dans la région confrontée à une pression hydrique importante et croissante? C'est de voir c'est quoi les impacts qui sont reliés, puis comment on peut y faire face, puis de prévenir. Ce qui m'amène de parler un peu des changements en 3 grandes lignes, des changements du cadre réglementaire, autant que ce soit en aménagement du territoire, que ce soit dans le ministère de l'Environnement. Une petite parabole sur le projet de loi 20, qui est le fonds bleu, qui permet un fonds qui est misé sur la protection, la restauration, la mise en valeur et la gestion de l'eau. Donc, ça permet vraiment d'avoir, dans l'innovation des projets, d'avoir une ressource qui pourrait être pérenne dans le temps si on crée un organisme, on crée un comité, que ce soit un groupe de discussion et autres. Donc, ça valorise les initiatives dans ce domaine-là. Puis, le deuxième gros plan, c'est le projet de loi 16, qui est c'est la PNAD, la Politique nationale de l'aménagement et d'architecture. Puis ici, ils ont inséré une ligne pour obliger les MRC à planifier l'aménagement du territoire d'une manière compatible avec la protection et la disponibilité de ressources en eau. Puis, découlent plusieurs articles. Puis, c'est ici que, dans le projet qu'on va présenter avec la Montérégie, que ça s'insère, puis que ça donne une volonté, puis des moyens supplémentaires en collaboration avec les organismes de bassin versant qui ont déjà un rôle de concertation, comme on pourra le voir, aussi avec l'aménagement du territoire. Donc, la région d'études, la Montérégie Ouest, c'est le polygone bleu, ça représente la zone qu'on possède des modèles, comme je vais présenter un peu plus tard. C'est un territoire de 950 km² qui définit les limites naturelles. Donc, on en retrouve à l'ouest la rivière Châteauguay, à l'est la rivière de l'Acadie, puis au sud le ruisseau Norton, qui est la région qui a été choisie. Sur ce territoire-là, on en retrouve l'organisme de bassin versant, l'Ascabric, mais aussi on en retrouve la partie un peu plus à l'est, le Caux-Bavard, comme gestion des bassins versants. Puis, où qu'on veut emmener, précédemment, on présentait une carte avec l'utilisation du sol. Ici, c'est des limites de gestion administrative. Puis, c'est pour montrer qu'il y a une multitude d'acteurs, il y a une multitude d'intervenants. Puis, comment on fait pour concerter? Bien, ça peut devenir très vite un enjeu qui est très complexe. Autant que ce soit à une échelle locale, une échelle régionale. Ici, les lignes les plus minces, on en retrouve
les municipalités. Puis, les lignes plus foncées, on retrouve les territoires des MRC, mais chacune a des rôles et responsabilités. Puis, chacune, c'est comment on fait pour interroger, puis est-ce qu'on a le temps de travailler sur ces enjeux-là, parce qu'il y a une multitude de tâches qui doivent être réalisées. Ce qui amène, sur ce territoire-là, il y a eu un graphique qui montre la distribution climatique dans la température. Lui du centre, c'est les précipitations. Puis le dernier, c'est la recharge de l'eau souterraine. Puis les trois graphiques basés sur les simulations qui étaient présentées plus tôt de Ouranos, il y a une augmentation autant de la température, des précipitations, mais aussi de la recharge. Mais globalement, c'est pas à cause qu'on voit ces augmentations-là que elle va permettre soit de recharger l'eau souterraine, ça ne veut pas dire qu'elle est plus disponible ou être plus facilement d'aller la recueillir. Par la suite, dans les travaux de l'INRS, ils ont fait des modèles sur l'utilisation de l'eau. Puis ici, on vient un peu détruire c'est de changer un peu la perspective à l'international. Souvent, les activités agricoles sont pointées du doigt, mais ici, en Montérégie, les activités agricoles, ce n'est pas les activités qui utilisent le plus d'eau. Souvent, les activités qui sont plus consommatrices d'eau, c'est eux qui ont besoin d'irrigation. Souvent, c'est relié avec les activités maraîchères. Mais ici, c'est vraiment où l'emphase que je veux mettre, c'est au niveau des activités industrielles et résidentielles qui, respectivement, consomment 51 % et 32 % de la recharge de l'eau. Ici, comme je présentais, localement, c'est pas partout qu'est aussi utilisée la ressource en eau. Donc, on en retrouve en rouge l'industriel qui est souvent relié à des carrières. Les petits points plus pâles en bleu, c'est les puits municipaux envers les zones agricoles. Donc, il y a vraiment une répartition qui est hétérogène. Globalement, la pression, cette carte-là présente la distribution spatiale de l'utilisation de la recharge en eau souterraine. Puis, ici, c'est pour représenter par une division par ces plusieurs bassins, savoir c'est quoi la pression sur la recharge. Puis ici, souvent, il ne faut pas dépasser 20 % de la recharge pour en laisser aux écosystèmes, puis que ça n'impacte pas les milieux, les rivières et les autres besoins écosystémiques. Puis déjà ici, on voit très bien qu'on dépasse soit 20, même 40, même supérieur à 40 % de la recharge. Donc, il y a un besoin pour la région d'avoir une discussion au niveau de l'utilisation de l'eau. Ça demande que l'aménagement du territoire est un incontournable dans la gestion liée à l'eau, mais aussi l'implication est aussi essentielle et centrale avec l'organisme de bassin versant. Les deux ensemble peuvent avoir une vision qui soit complète, étant donné que l'aménagement du territoire, il y a un rôle d'obligation envers l'État, qui soit réglementaire, de planification. Puis, avec les nouvelles orientations en aménagement du territoire, il y aura aussi une reddition de comptes qui va devoir être faite envers des municipalités au MRC jusqu'au gouvernement. Puis, avec les organismes de bassin versant, ça fait un pont aussi au niveau des échanges, d'avoir qu'est-ce qui se passe sur le territoire, de savoir comment, c'est quoi le ressenti territorial, que des fois, les MRC ou les municipalités n'ont pas toujours le temps ou le loisir de s'offrir ce temps-là par les autres responsabilités. Ce qui m'amène avec le projet actuellement que je réalise, c'est de réfléchir à ces questions-là, d'innover dans la gestion de l'eau, dans la gouvernance de l'eau, autant que ce soit au niveau d'une vision d'une échelle régionale innovante de la gouvernance, d'avoir une meilleure gestion durable de la ressource, autant de la prévention de la gestion de conflits actuels et à long terme, puis aussi une vision de protection de la ressource en eau. Il y a aussi un engagement d'une vision avec le ministère de l'Environnement, Ouranos, aussi l'organisme de bassin versant Scabré. Puis, prochainement, le mois prochain, on débute nos entretiens, des entrevues qu'on souhaite discuter avec les acteurs, savoir c'est quoi leur réalité, c'est quoi leur ressenti, puis aussi de voir c'est quoi un peu la vision qu'ils ont sur leur territoire, que ce soit les organismes. Ici, les acteurs qui sont visés, c'est autant les organismes, les institutions de recherche, les agriculteurs eux-mêmes, que ce soit les municipalités, des entrepreneurs aussi, on veut connaître leur réalité, puis tout ce qui englobe aussi la société civile. Donc, je vous remercie de votre écoute, puis je suis ouvert aux questions. Est-ce que vous pourriez, disons, délimiter le territoire de façon un peu plus précise là, pour nous autres, s'il vous plaît? Ça implique quelle municipalité, par exemple, quand on parle des 13 ou 14 municipalités? Là? Oui. Pour le territoire qui est délimité, on retrouve ici la rivière Châteauguay.
Ici, on retrouve le ruisseau, la rivière de l'Acadie. Ici, le ruisseau Norton. Donc, c'est toutes les municipalités qui sont à l'intérieur de cette zone-là, étant donné qu'il y a des modèles, puis on nous signe l'ensemble des informations, des connaissances pour pouvoir travailler sur ce territoire-là, entre autres. Puis, aussi, c'est au niveau de l'eau souterraine, c'est que quand on arrive à une rivière, souvent, c'est une zone de résurgence. Donc, un bassin hydrographique d'eau souterraine, ben, on ne va pas dépasser de l'autre côté. Ça va être un second bassin hydrographique qui va être de l'autre côté. Puis, la majorité des municipalités et des agricoles, des entreprises, utilisent de l'eau souterraine pour leurs activités. Sauf à exception près au niveau de la municipalité de Châteauguay, qui délivre de l'eau pour les municipalités de Mercier, de Sainte-Martine et de Saint-Urbain-de-Premier. Donc, il y a aussi une réalité d'autres surfaces qui sont intégrées à l'intérieur. Puis, donc, c'est vraiment l'ensemble des municipalités. Puis, c'est une échelle régionale allant de la MRC de Roussillon qu'on voudra discuter, bien sûr, avec eux. Puis, la MRC Les Jardins de Napierville, étant donné qu'on retrouve Saint-Rémy, donc toute la partie qui est au sud. Oui, la troisième MRC, c'est au Saint-Laurent, quoi? Non, la troisième MRC, c'est le territoire de Salaberry et Beauharnois. Okay. Mais on va plutôt viser de travailler avec les municipalités eux-mêmes, étant donné qu'on a une réalité très différente de Salaberry et de Beauharnois, qui est très urbaine, et une des réalités qui est dirigée au fleuve Saint-Laurent plutôt. Merci. Bernard Mallet, conseiller Ville-Mercier. Nous autres, on a des lagunes qui sont malheureusement à Mercier et polluées. Est-ce qu'un jour, on va voir ça se transmettre? C'est-tu bassin versant entre les villes, entre les nappes souterraines? Là? Est-ce qu'on va pouvoir dire que oui, ça va rester là ou que ça va s'étendre encore plus? Qu'est-ce que je sais pour les lagunes de Mercier? Actuellement, il y a un projet de recherche qui est fait à l'INRS et sur la révision. Le ministère de l'Environnement, ils sont en processus de révision, à savoir c'est quoi la nouvelle installation, réfaction qui va s'être située. Ça devrait apparaître bientôt public. Il y a un rapport qui est sorti dernièrement sur les options possibles puis sur quoi ils vont privilégier. Mais en dehors de ça, je ne sais pas encore dans les détails qu'est-ce qui se passe. Mais on travaille en collaboration avec eux parce que comme ils font partie de la zone d'étude, bien, ça fait une grosse limitation en termes de potentiel ou comment on peut utiliser comme une zone qu'on ne peut pas utiliser, tout simplement. Puis tous les enjeux qui englobent aussi ça, autant que ce soit en termes de développement urbain, des villes ou que ce soit agricole, qui sont limités avec qu'est-ce que la ville de Châteauguay ou Mercier, et ainsi de suite, comment ils peuvent se développer. Ça limite quand même beaucoup la capacité. Puis, donc, mais si ça s'agrandit tout ça, moi, je ne peux pas m'avancer parce que je ne suis pas expert là-dedans, mais il y aura des rapports qui vont bientôt sortir qui sont censés être partagés publiquement. Ce que vous tenez en compte, là, c'est les volumes d'eau, la capacité de captage, la capacité de recharge et tout ça. L'influence, on parlait de Mercier tantôt. Est-ce que dans vos études ou dans l'implication, la problématique actuellement, en tout cas sur une partie de certains territoires, les terres de remblai, qui est un risque très grand de contamination de l'eau souterraine. Et actuellement, c'est un peu le Far West à ce niveau-là. Alors, je souligne ce fait-là que sur les territoires, les terres de remblai, c'est comme un peu à la va comme je te pousse. Alors, qu'on en tienne compte. À la suite des entretiens, il y a plusieurs étapes, autant que ce soit des ateliers, puis c'est d'amener les acteurs à discuter ensemble, puis de faire ressortir tous ces enjeux-là, dont un de ces enjeux-là que je ne connaissais pas, je vais être franc. Puis c'est de voir c'est quoi tous les enjeux qui peuvent être reliés à la ressource en eau, autant que ce soit très local, autant que ce soit des enjeux qui sont plus globaux, autant que ce soit de gouvernance, mais aussi de gestion, ou de comment on fait l'utilisation du territoire, de priorisation et ainsi de suite. Donc c'est toutes ces discussions-là qui vont être amenées au début de l'automne 2024 pour puis savoir comment ça va se dérouler. Mais je vais prendre note vraiment pour pousser ça plus loin. Je n'étais pas conscient de ces enjeux-là. Souvent aussi, c'est pas de quoi qui est déclaré si c'est mal géré. Donc, c'est aussi plus dur de savoir entre la réalité terrain et qu'est-ce qu'on est capable de trouver des traces ou quoi que ce soit. Donc, ça aussi, ça demande
une bonne recherche terrain, puis discuter avec les municipalités, puis les MRC et les acteurs, les agriculteurs et autres. Oui, je voulais juste savoir aussi si l'embouteillage d'eau qui se fait à Powers Court et je ne sais pas si ça se fait à Leahy ou pas, à Franklin, est aussi pris en note. Oui, c'est pris en note. René Lafèvre travaillait pour développer une des bases de données qui n'est pas encore tout à fait parfaite, mais sur les grands préveleurs de la ressource en eau. Donc, qui va aussi devenir accessible. Il y a beaucoup de choses qui vont être très bientôt accessibles publiquement, mais qui est aussi tenu compte. En gros, dans les modèles, il y a certaines grandes industries, autant que les carrières, qui c'est pas une utilisatrice d'eau, mais étant donné que c'est un trou dans le sol, bien, il y a beaucoup d'eau qui est sortie du sol. Bien, c'est considéré aussi dans l'usage, mais autant que ce soit les industries. Puis c'est dans le but aussi de les inclure à l'intérieur, puis étant donné que ça a un gros impact, selon si ils ont leur propre alimentation en eau, donc leur propre puits pour puiser, ou qui est alimenté aussi, dans certains cas de certaines municipalités, ça va être qui est branché dans le système d'aqueduc aussi. Que ça demande deux gestions complètement différentes, mais qui sont considérées. Vous disiez qu'il y aurait augmentation des températures, des précipitations et aussi de la recharge, mais qu'elle ne serait pas nécessairement plus accessible. Pourriez-vous donner plus de détails là-dessus, s'il vous plaît? Je vais plutôt référer à l'étude à René Lefebvre, qui est publique et puis est actuellement disponible. Donc, il peut être consulté sur le site du ministère de l'Environnement. Parce que c'est très complexe comme enjeu, puis d'explication, ça prend beaucoup de temps pour pouvoir expliquer chacun des étapes et des conséquences, autant comment les données sont générées, comment les modèles sont faits, ça dépend beaucoup de ça. Puis, au niveau de l'augmentation et autres, un des points les plus importants, c'est que ça peut être des pointes comme des précipitations éclairs. Donc, une chute d'eau, 100 mm, comme on a connu autant l'île de Montréal, mais aussi au sud, 100 mm d'eau qui a tombé, mais ça reste qu'elle va s'évacuer très vite dans le système, puis elle n'est pas utilisable, puis souvent, ça va même endommager soit les récoltes, ça va endommager, donc c'est pas souhaitable. Donc, des fois, c'est plus, même s'il y a une précipitation, bien, ça pourrait être une de ces épisodes-là qui pourrait être représenté, mais pas que. Donc, c'est vraiment très... c'est en soi, juste ce sujet-là, c'est un pan... ça pourrait être une présentation à lui seul. D'accord. Puis aussi, si je peux, en tout cas, vous avez parlé d'utilisation de 20 à 40 de l'eau, dans le fond, de la... Oui, c'est de la recharge. C'est ça, de la recharge, mais je trouve qu'il y a une grande marge entre les deux. Est-ce que ça, vous allez utiliser ces données-là ou vous voulez les préciser? Je peux les préciser un peu. Le 20 à 40 %, c'est que c'est une moyenne qui a été... je vais retrouver. En gros, ponctuellement, c'est la manière que c'est réparti, mais après ça, on a fait un agglomérage, une synthétisation de l'information pour la regrouper en zones d'utilisation. Par exemple, le 40 % ici, bien, un des grands préleveurs, bien, c'est la lagune de Mercier, qui utilise beaucoup d'eau, mais aussi on retrouve d'autres activités autour, autant que ce soit des industries agroalimentaires et autres. Mais donc, c'est vraiment un prorata à l'intérieur d'un intervalle dessus, mais on le connaît plus précisément. Mais l'enjeu, c'est que l'eau qui tombe sur l'ensemble du territoire, c'est une eau qui ne provient pas d'une zone extérieure, étant donné qu'elle est délimitée par des cours d'eau. Donc, il n'y a pas d'apport qui se fait à l'intérieur en eau souterraine. L'eau souterraine, il y aura un haut topographique à hauteur de Saint-Rémy. Puis, l'eau, après ça, elle se déplace radialement, donc tout le tour. Donc, le volume d'eau qui est disponible, c'est un volume d'eau qui est limité à lui, qui est obtenu naturellement. Donc, puis ici, qu'est-ce qui est vraiment important, c'est surtout mettre l'emphase sur que on dépasse de la capacité comme naturelle de l'utilisation de l'eau. Peu importe qu'est-ce que le volume déjà disponible dans le sol, il ne faut pas dépasser qu'est-ce qui recharge le milieu naturel pour obtenir un équilibre. Donc, si on utilise plus, c'est que on va diminuer notre capacité à utiliser de l'eau dans le secteur. Donc, c'est vraiment de savoir c'est quoi la précipitation, c'est comment toutes les enjeux de la précipitation qui alimente le territoire, puis c'est d'utiliser ceci et non d'aller en excès, comme qui peut se passer ailleurs dans le monde. Écoutez, je vous remercie. M. Méran, merci de votre présentation. C'est bien apprécié.